Oui, moi je pense que nous on avait sorti une étude sur le sujet. En fait, il faut sortir de l'angélisme à l'égard des mineurs radicalisés. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit votre expert Claude Moniquet sur la question du terrorisme islamiste, la menace, elle est principalement à l'origine de mineurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 20% des fichiers S pour radicalisation islamiste qui sont mineurs. Vous avez, en 2023, ça a été révélé par Gérald Darmanin, le fait que la quasi-totalité des projets d'attentats déjoués en France islamistes était le fait de mineurs. Pourquoi ? C'est parce que vous avez effectivement la question des réseaux sociaux, la question de la radicalisation en ligne, mais pas que ça. C'est que vous avez ensuite aujourd'hui une nouvelle génération finalement de terroristes, puisqu'on a laissé passer la première jusqu'à 2015, qui était l'apothéose. Malheureusement. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en totale rupture avec le modèle occidental, en totale rupture avec le modèle républicain, et qui est alimenté par un discours politique et même intellectuel ambiant qui justifie et qui légitime d'une certaine façon des choses comme l'islamophobie, par exemple, qui est un concept qui est utilisé par certains islamistes. Donc pour justement désigner coupable toute personne qui critiquerait l'islam. Donc la question aujourd'hui qui est à poser pour les pouvoirs publics, c'est de changer notre manière de répondre au terrorisme islamiste et de sortir de l'angélisme à l'égard des mineurs radicalisés, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Et si on fait autre chose, on va passer à côté de la plus grande menace aujourd'hui sur notre système, parce que désormais, ce sont les écoles qui sont on va dire, ciblés par le terrorisme islamiste. On l'a vu avec Samuel Paty ou Dominique Bernard notamment. Et très rapidement. Oui, non, mais ce qui est insupportable avec la France insoumise, c'est que c'est toujours la même chose. Au nom de la lutte contre les inégalités, ils créent des inégalités. Au nom de la lutte contre l'antiracisme, ils peuvent se compromettre avec une certaine forme d'antisémitisme. Au nom de la lutte contre l'extrême droite, qui est le slogan, finalement, ils reprennent tous les codes de l'extrême droite des années 30. Il faut rappeler quand même que la France insoumise, c'est un parti qui est... L'extrême droite, c'est quoi en France et dans le monde occidental ? C'est trois choses. Un, l'autoritarisme. Je pense que sur ce plateau, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a des tentations autoritaires de par la gestion de son parti. C'est lui qui purge les gens dans son propre parti. Ensuite, c'est l'antiparlementarisme. La stratégie de la France insoumise à l'Assemblée nationale, ça reste quand même de bordéliser l'Assemblée nationale. Et puis 3, c'est l'antisémitisme. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit sur la caricature qui me paraît être abjecte. Ça n'a pas trompé en tous les cas Zelensky. Mathieu. Oui, non, la réalité de ce conflit, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous on avait analysé déjà depuis 2023, c'est qu'on est sur un conflit une coréanisation du conflit, c'est-à-dire un gel militaire, donc pour appeler ça un cessez-le-feu, etc. Mais une frontière qui sera chaude avec justement très figée sur le front actuel. La difficulté aujourd'hui, c'est que moi, c'est ce qui me marque beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a que les Européens qui ne définissent pas de garantie de sécurité. L'Ukraine a défini ses garanties de sécurité, et on les comprend, c'est normal. Ils font face à un ennemi qui les a agressés à plusieurs reprises. La Russie également, Vladimir Poutine, on connaît les garanties de sécurité dont il a besoin. Et ensuite, le seul interlocuteur qui n'en a pas, ce sont les pays de l'Union européenne et c'est l'Europe. Parce que l'Europe s'est affaiblie moralement, militairement, économiquement, voire même culturellement, et qu'elle n'est en incapacité aujourd'hui de définir quelle architecture de défense elle veut pour les prochaines décennies. Et c'est, je pense, ça le problème. C'est à partir du moment où on a des responsables européens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne savent pas ce dont ils ont besoin en termes de défense vis-à-vis de la Russie, on ne peut absolument pas réussir à avoir une situation qui soit stable dans le temps. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Nathan, Poutine parie toujours sur la faiblesse de ses adversaires, et en l'occurrence, l'Europe est faible. Ce n'est pas impossible qu'après une paix ou une trêve ou quoi que ce soit, ils reprennent le conflit en Ukraine. Et on va suivre ça avec attention avec Harold Iman. Non, mais c'est un vieux débat aujourd'hui entre les deux conceptions de la laïcité, celle de Nathan plus libérale et que je respecte, et puis celle des autres. Mais là, selon moi, en fait, on n'est plus sur interroger les responsables de clubs de sport, comment ça se passe. La question des signes ostentatoires de religion, ce qui est insupportable, c'est qu'en fait, ça revient en permanence. C'est toujours la même religion. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'islam aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que avec l'islam, ça ne veut pas dire que tous les musulmans, quoi que ce soit. Bien sûr, non, il ne faut pas rien. C'est qu'en fait, on a aujourd'hui une religion qui est utilisée par certains, donc notamment, là je suis d'accord avec vous, par des gens qui font de la politique, qui sont des islamistes, qui utilisent cette religion pour casser le modèle de civilisation occidentale et tout ce qu'il représente. C'est ça la réalité. Et qui veulent casser et s'attaquer à la particularité française, la laïcité, donc que ce soit à l'école et dans les services publics notamment. Face à cela, moi je pense que c'est le défi du XXIe siècle, c'est quel modèle de laïcité on veut pour la France au XXIe siècle. On voit que la loi de laïcité de 1905 n'est pas adaptée à ce qu'est l'islam aujourd'hui dans notre pays et à son instrumentalisation par les islamistes. Donc, il faut une nouvelle doctrine. Ce que nous on propose, c'est une seconde loi de laïcité on a bien fait une première loi de laïcité entre guillemets
contre les catholiques. Il faudrait une seconde loi de laïcité sur le même modèle, mais parce qu'il faut régler une bonne fois pour toutes tous ces sujets. Parce que là, on parle du port du voile, mais demain, on va parler encore du burkini, puis ensuite des cantines, puis ensuite des services publics, puis ensuite de je ne sais quoi, et ça devient insupportable pour les Français. Et c'est pour cela que vous vous retrouvez avec un sondage qui est particulièrement éclairant, qu'aujourd'hui, 3 Français sur 4 sont contre le port du voile sur les terrains de foot, parce qu'à un moment donné, jusqu'où ça s'arrête? C'est ça la question que posent les Français. Et donc c'est pour cela qu'il faut ouvrir une bonne fois pour toutes le débat comme on l'a fait en 1905, mais cette fois-ci au XXIe siècle avec cette question de l'islam. Mais vous savez, moi je connais bien le milieu du mais c'est le quotidien, ça. C'est ça le quotidien. Bien et sûr. on voit bien les dommages collatéraux. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que qui paye les coûts de l'insécurité? Les gens qui payent les coûts de l'insécurité, c'est ce qu'on pourrait appeler la France du travail. C'est les gens qui bossent. C'est pas ceux qui sont dans les bureaux, par exemple. Je ne dis pas que les gens qui sont dans les bureaux ne travaillent pas, mais c'est ceux qui sont au contact de la population. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une montée de tous les indicateurs de l'insécurité depuis 2017, y compris sur la question des cambriolages, notamment dans les villes des littoraux de France, c'est-à-dire en Côte d'Azur ou même sur la façade atlantique ou en Normandie, vous avez aujourd'hui les gens qui bossent, qui en plus se font agresser de taxes, agresser de normes, etc., qui bossent beaucoup pour pas vivre finalement suffisamment bien de leur travail, se prennent en plus l'insécurité. Et donc, ce sont eux qui payent les coûts de l'insécurité. Ça, c'est un premier point qu'il y a à dire. C'est pas Manon Aubry et ses amis de la France insoumise qui payent les pots cassés de l'insécurité qu'eux-mêmes entretiennent par la culture d'impunité qu'ils laissent. Deuxième point, et ça a été très justement dit par l'un de vos intervenants, c'est que en fait, la question, c'est qu'on a trop désarmé l'État régalien au profit de l'État nounou. Pourquoi? Parce que si vous regardez le budget de 2025, lorsque nous, on l'avait analysé, le budget de 2025, il y a 200 milliards d'euros pour les budgets de la police, de la justice et des armées. En comparaison, les budgets de la protection sociale, c'est plus de 900 milliards. Pourquoi on a cet écart? Donc, on a un écart de 1 à 5, c'est-à-dire qu'on dépense 5 fois plus sur le social que sur le régalien. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, pendant 40 ans, les décideurs politiques nous ont expliqué qu'en faisant du social, on allait réduire la pauvreté, et en réduisant la pauvreté, on a réduit la délinquance. Résultat des courses, on a toujours plus de pauvres, puisqu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays, malheureusement, malgré le social, et on a toujours plus d'insécurité. Nathan, il y a les discours politiques, et puis la réalité du terrain. Et là... Monsieur, la réalité aujourd'hui, c'est que pourquoi l'Europe et pourquoi la France a peur à ce point de la politique de Donald Trump? C'est parce que pendant des années, on a désarmé nos acteurs agricoles, notamment sur nos acteurs agricoles. La France, en 2000, importait 28 milliards de produits agricoles. Aujourd'hui, c'est plus de 58 milliards. On importe 2 fois plus de produits agricoles aujourd'hui qu'auparavant. Le problème qu'on a en France et à l'Union européenne, c'est pareil, c'est qu'en fait, on désarme nos agriculteurs et ensuite, après, on se plaint et on joue le jeu du libre-échange et on se plaint aujourd'hui que d'autres sont capables de nous battre. C'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire que Donald Trump est agressif, est une menace pour l'industrie et l'agriculture française. C'est vrai, mais la première menace, c'est que c'est nos responsables politiques qui nous ont désarmés. Pourquoi aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, l'Europe, si on résume un petit peu la position européenne et la folie européenne, c'est qu'on ne soutient pas assez nos acteurs économiques et par les normes, la fiscalité excessive, etc. Et on joue après le jeu du libre-échange. Or, cette position-là ne peut pas tenir. Et j'en arrive au paradoxe suivant, c'est qu'en fait, finalement, dans l'Europe, et en France et en Europe, on a des agriculteurs français qui sont désavantagés par rapport aux agriculteurs européens, puisqu'on n'a pas d'harmonisation au niveau européen, et on a des agriculteurs européens qui sont désarmés vis-à-vis et qui sont défavorisés vis-à-vis du reste du monde. C'est bien là le paradoxe, et c'est ça le problème aujourd'hui qu'il faut combattre. Pour qu'on comprenne. Non, moi je vais répondre à Nathan dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est que pour moi, j'entends beaucoup ça et je lis beaucoup ça, c'est-à-dire que la politique économique de Donald Trump et la guerre commerciale va coûter énormément aux Américains, etc. Moi, je vais faire 2 observations à ça. La première, c'est que quand on regarde le rapport de force économique entre l'Union européenne et les États-Unis, il est largement en faveur des États-Unis. Pourquoi? Parce que quand vous regardez au niveau de chaque pays, la dépendance commerciale, tous les pays européens ont au moins les États-Unis comme dans leur top 3 des exportateurs et des importateurs au niveau de leur balance commerciale. Tous les pays européens, et il y a une partie des pays européens qui l'ont dans le top 3, en plus en comptant le commerce intra-zone. Et deuxième point, c'est qu'on dit oui, il va appauvrir les classes populaires parce que le protectionnisme va créer de l'inflation, etc. C'est pas tout à fait exact, parce que quand on regarde ce qu'il a déjà fait sur la mandature 2016-2020, le salaire net des Américains a augmenté de plus de 25%. C'est d'ailleurs un argument par rapport à l'époque Joe Biden, où ça avait augmenté de 5%. C'est un argument d'ailleurs qui a fait voter les gens pour Donald Trump. Et le dernier point dessus, c'est qu'en fait, quand vous regardez le protectionnisme, ce qu'il va faire, c'est que la problématique de Donald Trump sur son premier mandat, c'était le déficit budgétaire.
Là, ce qu'il va faire, c'est qu'en baissant les dépenses du public avec le plan de Musk, c'est justement de pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Américains, de réduire le poids de l'État dans l'économie. Et donc, ça va être peut-être une solution pour lui, pour justement ne pas avoir les problèmes qu'il a eus sur le premier mandat. Alors, après le champagne, on va parler café. Je ne sais pas si vous avez remarqué,